Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h11 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkov, aujourd'hui vous recevez François Bert, coach en management et auteur de ce nouveau livre, Le discernement, aux éditions Artege. Bonjour François Bert. Bonjour. Alors François Bert, je veux dire, il n'est pas si fréquent, on ne peut pas dire que ce soit quotidien, ni mensuel, ni annuel, qu'un Saint-Cyrien, ancien officier parachutiste à la Légion étrangère, crée sa propre boîte, non pas de relations humaines, mais d'expertise. Et puis, vous conseillez effectivement des chefs d'entreprise, des managers, sur un certain nombre de sujets qui sont importants. Et puis quand j'ai reçu ce livre, Le discernement, j'ai dit, tiens, le discernement, voilà une vertu que beaucoup de gens ont, sinon oublié, ont négligé et n'en parlent plus, parce que ce que je disais sur l'Ukraine, c'est que voilà, c'est que la réalité, on s'en fiche. Je veux dire, le réel ne fera pas la porte, mais on ferme les portes et les fenêtres. Et on a notre perception, on fait notre perception, et c'est celle-là qui compte, la doxa. Alors expliquez-nous, pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené d'abord à écrire? C'est votre expérience comme ça de conseiller, c'est quoi? Mais c'est toute l'histoire effectivement de ma carrière, la manière dont elle s'est construite, c'est-à-dire qu'en tant qu'officier d'abord certes, et après dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai la chance effectivement d'accompagner pas mal de patrons, et en citoyen tout simplement observant la vie de mon pays, je m'aperçois très bien, et le cas ukrainien est flagrant, qu'en fait aujourd'hui on a des politiques qui sont des écumologues. Qui restent à la surface des choses en fait. Et pour être intervenu plusieurs fois sur les chaînes en continu dont vous parliez, j'étais absolument effaré du fait que j'avais écrit d'ailleurs un article sur le Covid qu'on peut tout à fait transférer là-dessus, que j'appelais le vertige du microscope ou la tyrannie du pixel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de convergence entre l'expert qui ne voit que son point sans se rendre compte d'un truc autour qui s'appelle le contexte, et de l'autre côté, la tyrannie de l'image qui fait qu'on cherche pas tant à voir une réalité qu'à en tirer une émotion pour se donner bonne figure. Et l'émotion pour se donner bonne figure, vous voyez comment plusieurs années après, elle coûte très très cher. Un, en nombre de morts, et deux, en fait que, si je prends l'exemple ukrainien, vous voyez que un an plus tard, rien n'a bougé, et même pour ceux qui voulaient à l'époque, qui refusaient de négocier, ils se retrouvent dans une position bien plus défavorable pour négocier. S'ils avaient pris le temps, non pas de courir derrière l'émotion ou derrière de l'idéologie, mais d'écouter en profondeur, en solitude et en silence l'évidence de ce qui revient comme action possible, on n'en serait pas là. En profondeur, en solitude et en silence. Nous allons inventorier tout cela après cette petite pause, et nous allons prendre le temps d'en parler avec François Bert. Je crois que c'est très important, ce discernement, et effectivement de prendre la distance. On en parle toujours avec François Bert et avec vous au 0826 300 300. Venez réagir au standard 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h18 de retour sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec François Bert qui vient nous voir aujourd'hui pour son livre Le discernement. Mais avant ça, le grand sapin de Noël et résultats, c'est maintenant. C'est le moment pour vous de savoir qui a été tiré au sort. Est-ce qu'on a quelqu'un au standard? Oui, c'est Christine qui nous a appelé d'Arcachon. Bonjour Christine. Bonjour. Bon, Christine, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous gagnez. Christine. Oui. Bonjour André, bonjour à votre co-animateur. Bonjour Christine, on vous offre une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes et Sud Radio. Aujourd'hui, vous gagnez alors une tablette tactile, votre ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses du F de Bruges, plus un coffret d'1 kilo de chocolat et de chocolat fondant, croustillant, onctueux, bref, de quoi faire plaisir à toute la famille, plus la tablette tactile pour nous écouter partout. Félicitations Christine. Mais écoutez, je suis vraiment très touchée de vos cadeaux. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous. Mais c'est nous qui vous remercions. Et vous savez, on entre dans un monde tactile. On a essayé de nous séparer. On a essayé de mettre des masques. Exactement. Et tout ça. Vive la tactilité. J'invente un néologisme, mais c'est bien. Exactement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Berkov, et à votre co-animateur. Merci infiniment. Merci Christine de nous écouter. Merci. Très belle journée. On rappelle que le grand sapin de Noël continue jusqu'au 25 décembre sur sudradio.fr et sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. François Bert, le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Le problème, c'est qu'il y en a ceux qui savent qu'ils ne sont pas intelligents, mais qui décident quand même. Donc tout ça est compliqué. Mais François Bert,
on a commencé à parler, vous avez pris l'exemple de l'Ukraine, effectivement, mais au fond, c'est un problème quand même assez grave. C'est-à-dire, vous avez écrit, d'ailleurs vous me disiez hors antenne, vous avez écrit il y a quelques années Le temps des chefs. Et on est dans cette problématique, vous conseillez des chefs d'entreprise ou autres. Mais les qualités pour être chef, on a l'impression que ça a été oublié complètement. C'est-à-dire que, mettons nos politiques et même nos élites, ils sont contents d'arriver où ils sont arrivés, mais après, ils oublient ce pourquoi on les paye ou ce pourquoi on leur demande de faire. Et qu'est-ce qui se passe là ? Profondément, c'est-à-dire que quand j'étais jeune officier, un jour, le chef de corps de l'époque nous a réunis et nous a posé cette question. Il nous a dit, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier ? Donc on dit le niveau intellectuel, mais il y a aussi des sous-officiers très qualifiés, le charisme, mais il y a aussi des sous-officiers, des soldats qui ont plein de charisme, etc., etc. Jusqu'au moment où il a dit ce mot magique, le discernement. Savoir tout sur tout, c'est une ambition de dictionnaire. Hein. Et le problème du dictionnaire, c'est qu'on n'emporte pas la guerre. Déjà, ça tient pas dans la gaine de para. Et ensuite, le dictionnaire a tout prévu, sauf l'imprévu. Et là-dessus, au passage, c'est Clémenceau qui disait ça d'une grande école que je nommerai pas, en Saint-Cyrien que je suis, c'est « Ils savent tout, mais rien d'autre ». Ah ouais, c'est joli. C'est-à-dire qu'en fait... Alors comment vous définiriez le discernement ? Justement, c'est quoi le discernement pour moi ? Ouais. C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Plus on va monter dans la hiérarchie, plus vous apercevez que l'enjeu, et donc on va venir après pourquoi justement il y a un problème de casting par rapport à ça. L'enjeu, c'est pas de savoir en soi des choses ou de communiquer sur ces choses. L'enjeu, c'est d'être suffisamment autonome dans son écoute et dans sa capacité d'appréciation pour donner aux choses la portée qu'elles méritent. Le discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave, ça, c'est pas grave. Alors, justement, mais ça implique quelque chose de... Et justement, je voulais vous parler, ça implique d'abord de connaître les choses et de savoir quel est le mérite de chaque chose. Or, ça implique quoi ? Quelle vertu ou quel don ou quelle acquisition ça implique ? Parce que vous dites ça, très bien, mais cette chose, si je ne sais pas que cette chose est importante, si je n'ai pas la mécanique de savoir si elle est importante, comment je vais le savoir ? C'est là que pour moi, je qualifie le discernement après en fonctionnement comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Le discernement, c'est de l'écoute. Vous voyez, Louis XIV, qui allait assez haut dans ce niveau-là, il disait quoi ? Il disait gouverner, c'est laisser agir la facilité du bon sens. Laisser agir. Le monarque absolu vous explique que le travail de gouvernement, c'est quelque chose de passif qui se passe par une écoute lente. Bon sens. Du bon sens. Mais Louis XIV, qu'est-ce qui s'est passé ? Louis XIV, jusqu'à 21 ans avant de prendre vraiment le pouvoir, alors que Mazarin gouvernait, Louis XIV était en retrait, et il s'exerçait justement à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire quand quelque chose arrive, quelle est la portée que je lui donne ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Ouais. Est-ce que le barbecue de Sandrine Rousseau mérite qu'autant de gens en parlent ? Ça mériterait d'être trié à la première minute. Par contre, pour vous donner un exemple à l'opposé, quand 3 policiers brûlent dans une voiture à Ivry, si on n'est pas capable de dire « stop », arrêt sur image, franchissement de seuil, si on n'a pas là une réaction massive et qu'on passe pas Ivry pièce par pièce pour marquer le coup, on laisse entendre aux gens que ce franchissement de seuil sur l'autorité n'est pas grave et on a les émeutes quelques années plus tard. Oui, absolument, mais vous faites très bien. Alors, tout de suite, je suis obligé de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre, enfin les médias ou autres, accordent autant d'importance au barbecue de Sandrine Rousseau ou à la bouteille de bière d'Emmanuel Macron, commentée par Sandrine Rousseau, aux policiers qui brûlent sous le poids d'un certain nombre de jeunes voyous? Alors, tout simplement parce que les médias sont des traders d'émotions. Qu'on vit dans un monde d'instantané, et qu'on a en gros une coalition, soit des experts qui sortent du savoir décongelé sans réfléchir à leur portée, ils savent en soi mais ils n'ont aucune idée de comment ça sera traduit. Au passage, c'est comme les lois françaises, 50% des lois françaises ne sont pas exécutées, donc elles donnent du savoir en soi, pas du savoir opérable, exécutable. Et de l'autre côté, tout le monde médiatique bruisse de tout ce qui va permettre de générer une attention particulière, trader d'émotions, le moindre sujet. Trader d'émotions, c'est bien. Tant que cela suscite l'attention, on le prend. Alors justement, comment faire, puisque vous avez une activité de conseiller, et c'est vrai que à la guerre, c'est intéressant parce que ça me rappelle toujours le merveilleux mot de Mohamed Ali, le grand Mohamed Ali, le champion. Il disait sur un ring, vous pouvez courir mais vous pouvez pas vous cacher. Est-ce que au fond, dans la réalité de l'entreprise, ou évidemment la réalité militaire ou autre, vous pouvez courir mais vous pouvez pas vous cacher? Est-ce
Est-ce que c'est bien ça, quelque part? C'est doublement vrai. Pas courir parce que, pareil, une des premières choses qu'on m'a dit comme jeune officier, c'est un chef, ça court pas. Si un chef court, c'est la panique. Tout rapport avec un président qui aurait couru au-devant des événements à Arras serait fortuit. Parce qu'il y aurait eu 3 événements dans la journée, on aurait fait comment? Un chef, ça court pas, précisément parce qu'il a une capacité à prendre du recul, parce qu'il va incarner la continuité de l'action. C'est son calme qui fait 80% du taf. Donc déjà, oui, effectivement, il ne court pas, parce qu'il faut qu'il soit un axe de continuité. La deuxième chose, c'est que la manière précisément de ne pas se cacher, c'est d'affronter, non pas toujours par le commentaire ou la parole, c'est d'affronter précisément d'abord par le silence. C'est-à-dire que parfois, il est urgent de se taire dans les moments où il n'y a rien à dire, hein. C'est clair. Mais vous savez très bien que le proverbe conscient et inconscient de beaucoup des princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés, c'est pas parce que je n'ai rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Oui, c'est sûr. Malheureusement. Hélas. Mais on revient à ça et vous dites donc le discernement, c'est de savoir effectivement, il faut trier. Oui. C'est un tri sélectif au vrai sens du terme entre l'information poubelle et l'information qui apporte quelque chose. Comment on peut on va en parler juste après, mais comment peut-on effectivement enseigner? Quelle est la pédagogie pour justement, c'est la question que je vous ai posée, mais je la repose autrement, pour trier? C'est-à-dire pour voir l'information qui consiste pas à aller foncer à Arras parce qu'il y a les caméras et les micros, mais prendre le temps de dire comment je vais résoudre ce problème, comment je vais affronter, comment je vais mettre ce taquet qui fera qu'au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Donc on en parle tout de suite après cette petite pause. Voilà, avec vous, au 0826 300 300. Tout à l'heure, nous avons eu Elon Musk. Je précise que c'était une voix par intelligence artificielle qui souhaitait bon anniversaire. Mais vous savez, André, que sur Sud Radio, on arrive à communiquer avec l'au-delà, avec les morts. Donc on a réveillé quelqu'un pour vous souhaiter bon anniversaire. Hi, this is the King Elvis. I want to wish a happy birthday to André Berkoff on SUD Radio and Vive la France. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors François Bert, Le discernement aux éditions Artege, un livre que je vous recommande. Au fond, c'est amusant parce que ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit tous les narratifs, je l'ai déjà dit, internationaux ou évidemment intérieurs à la France, c'est le manque de discernement ou l'absence de discernement qui nous frappe. C'est quoi? Et aussi bien chez les politiques que chez les élites intellectuelles ou médiatiques que d'autres. Pourquoi? En fait, il y a la convergence de deux choses. Il y a un phénomène général de société qui vit dans l'immédiateté. Et donc, dans l'immédiateté, encore une fois, c'est quoi? Soit du savoir pur, soit de l'émotion pure. Et quand on est là-dedans, on n'a pas la place pour entrer dans l'espace-temps de l'action qui prend du temps. Pourquoi il n'y a pas de chef aujourd'hui? Parce que s'il s'agit juste, encore une fois, de créer de la loi instantanée ou de l'émotion instantanée, les chefs n'ont pas leur place parce qu'ils ont une moisson différée. L'action, ça prend du temps. Tandis que une émotion ou une loi, c'est immédiat. Il y a une sorte de drogue politique aujourd'hui, puisqu'on se dit, si je fais un module de loi ou si je fais un communiqué, j'ai réglé le problème. Regardez Samuel Paty, j'ai réglé le problème, j'ai fait mon communiqué, Dominique Bernard, et ça recommence. À aucun moment, ça se relie vers l'action. Donc ça, c'est le premier point, c'est la tendance de société qui vise sur un calibrage de l'immédiateté qui n'est pas celui de l'action. Le deuxième problème, c'est le problème du casting. À partir du moment où l'élection est une vente, eh bien, on élit des gens qui ont des qualités pour accéder au pouvoir, mais qui n'ont pas du tout les qualités pour exercer. Pour l'exercer. C'est toute la difficulté. Et là, à un moment donné, il faut parler de personnalité. Moi, ce que je développe aussi beaucoup dans le livre, c'est que j'écris une méthode là-dessus, qu'on peut résumer de manière très simple en disant on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. C'est exactement les mêmes choses. Bah oui, c'est pas les mêmes qualités, les mêmes dons qu'il faut, quoi. Bah oui. Ouais. Et dans l'histoire, c'est quand on les a changés que il y a eu des difficultés. Hitler, Staline, Robespierre, ce sont des prophètes au pouvoir, en fait. Ce sont des gens qui pensent des choses au départ et qui les passent en force dans la réalité. Et les prêtres, c'est des Louis XVI, Hollande ou Sarko, désolé pour l'amalgame parce que c'est quand même pas le même niveau, mais qui sont des gens qui sont soit dans la volonté de développer, soit dans la volonté de consensuser, soit dans la volonté de convaincre, mais qui sont toujours dans une quête de relation par priorité sur l'intelligence de l'action. Un roi, c'est quelqu'un qui, par nature, dit pas « je pense comme donc je suis » comme Descartes, qui fait un lapsus de prophète, non pas « j'interagis comme je suis » comme Sarko Hollande, pour donner que comme exemple, mais qui dit « j'écoute le contexte, j'écoute en profondeur le contexte pour voir où les choses se passent, prendre des décisions et accepter d'être provisoirement détesté pour avoir une moisson dans l'action ».
il faut être capable. Pour moi, il devrait y avoir un porte-parole du gouvernement qui parle tous les 6 mois. Les ministres devraient arrêter de communiquer, devraient être en train de travailler. La tuitocratie, c'est une maladie de quelqu'un qui ne sait pas occuper sa place. Et ça devrait se traduire tous les 6 mois par un bilan d'une vraie action coordonnée. Vous voulez étouffer, vous imaginez, Olivier Véran, s'il nous entend là, mais lui, il va s'étouffer, là. Il peut plus vivre. Il peut plus Parce vivre, que lui, comme d'autres au pouvoir, sont des intermittents de l'éclat. C'est-à-dire que c'est de la stratégie de paillettes, c'est-à-dire que c'est de la paillette successive qui se contredit, mais tant qu'il y a de la paillette, on est content. En fait, c'est des piqûres permanentes, quoi. C'est des piqûres permanentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fou de voir ça. Ils font la politique du clic, quoi. C'est la politique du clic, c'est de l'Instagram permanent. On enchaîne des émotions et on se retourne jamais pour voir qu'on a eu 3 émotions contradictoires et que surtout, entre chaque émotion, il n'y a pas eu d'action. Mais en attendant, la réalité est là, l'économie est là, la politique est là, l'insécurité est là. Et alors on se contente, en fait, ce que vous dites, de faire des piqûres, quoi. Je veux dire, de dire, oui, c'est pas possible. Darmanin, condamnation, je condamne fermement cet attentat, je vais faire en sorte que... Et d'ailleurs, il y a une forme, dans tous les commentaires de la vie politique que j'entends, il y a une forme d'impuissance assumée que je trouve consternante. Un chef, il n'est pas là pour auto-commenter son échec. Un chef, il est là pour rebondir sur les événements et le traduire en action. Ce qui veut dire que dans la 80% des cas, il devrait se taire et être en train de travailler sur le temps d'après, beaucoup plus que communiquer. Et surtout, encore une fois, en termes de... Il faudrait faire pour chaque ministère le temps passé à communiquer, le temps passé à mettre en œuvre. Oui, à faire leur boulot. En fait, c'est ça, à coordonner. C'est vrai que ce serait bien de mesurer ça. Ce serait un bon audit à faire. Mais bien sûr. Effectivement. Et comme si, en fait, la modalité de conquête du pouvoir se maintenait après au pouvoir et que l'exercice du pouvoir n'était plus que de la communication. Oui, non, mais c'est ça qui est assez, même plus que préoccupant. Parce qu'en attendant, effectivement, mais vous ne croyez pas que, moi j'avais écrit un jour sur François Hollande, mais c'est valable pour les autres. François Hollande s'est révélé au bout d'1 an le commentateur attitré de sa propre inaction. Mais c'est exactement ça. Mais est-ce que ce n'est pas... moi j'appelle ça l'auto-commentaire de l'échec. Mais on est vraiment face. Mais est-ce qu'ils ne font pas ça parce qu'ils savent quelque part qu'ils n'arrivent pas à agir, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ou qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire, et c'est pour ça qu'ils commentent à satiété? Ce qui est sûr, c'est que la restriction des mandats, du mandat présidentiel et la restriction de l'action fait qu'en fait, on comprime encore plus la possibilité d'avoir une action de temps long, et donc il y a une forme de renonciation qui se fait au départ, de se dire en fait, je vais pas me fatiguer à risquer l'impopularité pour travailler sur du long terme, donc je reste là-dessus. Mais là aussi, il y a un mix pour moi entre des tendances de société et une affaire de casting. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous voyez, Hollande ou Sarkozy sont des gens qui sont des relationnels structurels, et qui du coup restent dans leurs sensations. Parce que pour eux, leur métier, c'est, si je prends respectivement, consensuser ou convaincre. Mais ça reste malgré tout un travail sur... Voilà. Et ça, un travail sur les gens, c'est pas un travail sur l'action. Et donc... là où moi j'essaye aujourd'hui de trouver des solutions, parce que justement je veux dépasser l'analyse pure, c'est déjà faire prendre conscience qu'on a un problème de casting, donc arrêtons de vouloir à chaque fois rechanger la politique avec des nouvelles idées si les gens qui les portent n'ont pas la personnalité qui. Ce que je vous disais, c'est le chapitre de mon premier bouquin, si la politique est une jungle, on a aujourd'hui des tartarins et des botanistes, donc des vendeurs de jungle qui savent pas rentrer dedans et des botanistes qui savent vous qualifier les cycles de reproduction de serpents mais savent pas les tuer, donc ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Et ensuite, 2 leviers pour moi. Créer des équipes complémentaires. Moi, je le fais au quotidien dans les entreprises, même dans les administrations. Quand j'ai Einstein en liberté, quand j'ai Einstein en liberté, plutôt que de le former indéfiniment ou de le laisser faire comme il fait souvent, de mettre Attali et Juppé dans son équipe, ce qui fait une belle équipe de gens qui planent à 10 000, mais personne ne sait décider quoi bouffer à midi. Je lui trouve Patton ou Indiana Jones en numéro 2. C'est-à-dire que je crée des équipes complémentaires. Le premier vrai levier, et au passage, tous les politiques devraient avoir comme adjoint non pas des compléments de pensée, mais des compléments de personnalité, c'est-à-dire des gens qui sont capables de leur remettre la prise terre sur la réalité. Voilà, donc premier sujet, c'est les équipes complémentaires. C'est un vrai travail que j'ai fait moi, que j'appelle l'ostéopathie d'organisation, pour enlever les crampes de l'humain plutôt que de faire du massage artificiel et superficiel. Et la deuxième sujet, c'est ce que j'essaie de développer avec l'école du discernement que j'ai créée il y a 4 ans, c'est former les chefs à la décision. En fait, aujourd'hui, vous sélectionnez et vous formez les chefs à tout, sauf à la décision. La décision, c'est pas qu'une affaire d'information. On reparle de François Hollande, avec la meilleure information du monde, ça n'a jamais transformé en quelque chose de pertinent. Avoir la capacité de décider. Mais dites-moi, François Bernard, dans votre expérience, depuis que ça fait une quinzaine d'années maintenant. Oui. Vous trouvez assez facilement des Patton et des Indiana Jones?
Moi, j'en vois beaucoup, en fait, dans les entreprises ou les structures que j'accompagne. C'est-à-dire que, voyez bien, aujourd'hui, dans un système médiatique qui fait la prime au savoir pur ou la prime à l'émotion, les Patton, ils sont pas mis en lumière. Eux, ils ont leur moisson sur le terrain. Vous voyez ? Au passage, pourquoi les chefs n'émergent que dans les crises ? Parce que quand vraiment c'est compliqué, on se tourne plus vers le beau parleur. Regardez la résistance. On se tourne vers des chefs inconnus. Donc moi, j'en vois beaucoup, bien sûr. Et je les promeux même en entreprise pour qu'ils puissent un peu tamponner les variations brusques de leur chef. Alors, vous savez, un jour, j'ai reçu ici même, là, à Sud Radio, Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées. Et je me rappelle très bien, il m'a dit, mais vous savez, un vrai chef, c'est celui qui s'entoure de gens au moins aussi compétents que moi, et plus peut-être dans leur manière. Un faux chef, et il va prendre des gens plus médiocres que lui pour ne pas qu'ils lui fassent de l'ombre. Et c'est tout le problème. Or, malheureusement, des faux chefs, on en a pas mal. Mais clairement, et puis c'est très explicable aussi en termes de personnalité. Quand un expert est au pouvoir, sa légitimité, c'est l'expertise. Donc dès qu'un expert de meilleur niveau est à côté de lui, c'est en danger. Je formule comme ça en disant, la légitimité d'un chef n'est pas de savoir, mais de permettre. Et donc, à partir du moment où un chef, précisément son métier, s'est décidé pour l'action, l'autorité, c'est quoi ? C'est la puissance d'accomplissement de la mission. C'est que par la qualité de ses décisions, la mission est possible. Il va au contraire prendre toutes les compétences comme un atout. Lui, il est là. J'avais une autre image pour ça. Il est là pour le permettre d'aller jusqu'au bout. J'ai une autre image pour ça en disant, le chef, c'est comme le pain sur la table. Quand il est là, personne ne remarque sa présence. Dès qu'il manque, tout le monde crie son absence. Il n'a pas vocation à remplacer le plat. En revanche, il crée les conditions pour que le plat parvienne à sa finalité. Et effectivement, ça veut dire quelque chose. Je crois que nous avons un auditeur. Oui, c'est Pierre qui nous appelle depuis l'Ain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour, cher André. Oui, bonjour. Joyeux anniversaire. Vraiment. Joyeux anniversaire, André. Merci. On est très très heureux de vous avoir au quotidien. Vous faites beaucoup pour la France, pour les Français, pour le peuple. Et beaucoup pour la vérité. On est vraiment gâtés avec un journaliste comme vous. Franchement, on vous emmènera au Panthéon et bien plus haut. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On vous écoute, Pierre. Merci à vous. Alors, cher monsieur, je vous écoute avec une grande attention. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai travaillé aussi dans la police quelques années, donc les chefs, j'en ai vu passer. Ma question est assez simple aujourd'hui. Est-ce que pour avoir un bon chef, on manque pas de gens courageux. Est-ce que le courage, j'ai entendu un homme politique, je sais plus qui disait que la première chose à refabriquer en France, c'est une usine à fabriquer des paires de couilles. Excusez-moi, je suis un peu grossier. Mais est-ce que c'est pas le courage qui manque aujourd'hui ? Pierre, vous savez quelle est la réponse quand même ? On avait posé la question à Jacques Chirac sur l'usine à fabriquer des paires de couilles. Il a répondu très très bien, mais où sont les donneurs ? Alors, François Bert. Oui, très bonne question. En fait, bien évidemment, le courage manque à tous les étages, c'est une évidence. Mais là où c'est intéressant de travailler sur les personnalités, c'est que c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que si vous mettez le professeur Tournesol, chef d'expédition en jungle, vous lui demandez pas du courage, mais de la témérité. C'est-à-dire que c'est terrible pour lui dès le début. Par contre, si vous le mettez chef d'un projet de fusée, là, il va pouvoir avoir du courage parce qu'il est dans l'alignement de sa personnalité. Et donc, mon sujet, c'est que il faut les deux. Bien sûr qu'il faut du courage, et je suis d'accord que c'est clairement une qualité qui manque à pas mal d'endroits. Mais pour répondre à cette question, j'ajouterais même encore une autre composante. Déjà, mettre les gens à leur place, ça facilite. Les non-décideurs, quand on leur demande de décider, ils sont en paralysie totale. Et le deuxième sujet, c'est que dans le système, au passage, moi, c'est un peu c'est l'avant-dernier chapitre que j'ai sur la vraie subsidiarité, c'est créer des espaces où les gens ont des marges de manœuvre. C'est-à-dire que si vous êtes, dès le départ, complètement verrouillé, le moindre acte de courage se paye très cher parce que vous êtes tellement dépendant des matrices supérieures que vous avez peu de... Voilà. La marge de manœuvre n'existe pratiquement plus. Voilà. Mais la marge de manœuvre facilite le courage parce que justement on a des leviers. Mais encore faut-il qu'il y ait du courage. Mais je suis d'accord, il en faut, bien évidemment. Mais voilà, pour appuyer ça, et je suis bien d'accord, et pour travailler beaucoup avec beaucoup l'univers de la police aussi, je vois bien comment, pour le permettre, il faut aussi ces deux leviers-là, c'est-à-dire que la chaîne en tant que telle puisse le favoriser, et qu'au maximum, on mette les bonnes personnes aux bons endroits. Tout à fait. Et justement, Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voulais vous dire un grand merci parce qu'on le vit au quotidien, ce manque de courage, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations. Donc pour moi, c'est la clé. Et effectivement, on peut avoir bien plus de courage quand on est à sa place et quand on maîtrise son sujet. Voilà. Il y a qu'à Faucon, des grands pontes de ce monde qui ne comprennent rien et qui sont bien entendu verrouillés par les institutions qui sont au-dessus d'eux. Et ben on voit bien ce que ça donne. Absolument. Merci Pierre. Merci. Je voudrais justement, François Bert, c'est passionnant, encore une fois, vraiment, lisez ce livre, lisez Le Discernement, parce que ça met bien les pendules à l'heure et surtout les choses à leur place. C'est très important. Parce que dans le fracas de tout ce qu'on a du matin au soir, on ne sait plus, vous savez, on a perdu les mots même, le sens des mots et les mots qui disent le sens. Je ne veux pas revenir à la phrase de Camus qu'on cite 400 fois par jour, mais au fond, est-ce que il n'y a pas aussi par rapport, est-ce que vous coachez dans l'administration également? Oui. Et alors, est-ce que par rapport au privé d'un côté et l'administration publique de l'autre, est-ce que ce sont deux univers très différents où on retrouve au contraire, François Bert, puisque vous vous occupez de ces deux univers, enfin vous conseillez dans ces deux univers, est-ce que c'est très différent? Est-ce qu'il y a un ADN en fait différent? Je dirais que c'est même, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que même chaque boutique entre guillemets a son ADN. Même dans les boîtes privées, vous voyez bien des cultures qui sont très différentes, etc. Mais là où, et dans l'administration aussi, là où les lieux qui vont être différenciants pour moi, c'est effectivement le poids de la structure en tant que telle. Il y a aussi, il faut pas négliger parfois aussi le poids politique très fort. Vous voyez, forcément, le ministère de l'Intérieur, vous voyez bien comment il y a une percolation du politique qui est extrêmement fort. Donc, ce qui amène que tous les gens qui sont acteurs de ça, pour eux, c'est une pression considérable. Sans parler parfois de la double contrainte absolue de dire il faut des résultats, mais surtout s'il se passe la moindre chose, danger qui viendra du politique. Donc il y a une contradiction incroyable. Voilà, là-dessus. Donc clairement il y a une pression qui est donc il y a une pression institutionnelle qui est différente en fonction, et pareil, dans certaines entreprises, il y a une vraie marge de manœuvre, d'autres où c'est très processé. Après, là où je trouve intéressant, c'est que, pareil, moi, ce qui m'obsède à chaque fois, beaucoup plus que de décrire ce qui va pas bien, c'est de redonner de la puissance aux gens. Et c'est le principe de la subsidiarité. Ce que j'appelle la création d'un espace de règne. Il y a toujours moyen, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça qu'un chef, il peut pas subir. Il faut toujours qu'il trouve les moyens de rebondir et de donner, encore une fois, du sens à l'absurde. Il y a toujours moyen de créer un espace de règne. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen. Écoutez, franchement. Moi, je vous donne un exemple. Oui, allez-y, parce que je vous donne un exemple. À un certain niveau de base, quel espace de règne il y a? C'est ça. Mais en fait, je vous donne un exemple. Moi, j'ai connu un officier comme ça qui se retrouvait au Liban dans un système ONU très très processé. Il avait le choix, soit en train de faire un copier-coller du process et donc du coup d'être très verrouillé, au passage très vulnérable, parce que quand vous avez le même système partout, s'il est grillé quelque part, il est grillé partout. Il a pris sur lui de donner à chacun un effet à obtenir. C'est-à-dire de dire à chacun, voilà ce que je veux que tu produises dans ta zone, par contre tu vas m'expliquer comment t'y prendre. Ou pour vous donner un exemple du quotidien, il y a deux manières de faire du jardinage. Soit je vous donne une parcelle en vous disant, voilà le nombre de fruits et de légumes que je veux que tu me donnes et tu vas m'expliquer, mais tu vas prendre le temps. Tu vas m'expliquer comment tu vas t'y prendre. Soit je vous donne la ligne B3, B4, B5 de mon potager et je vais vérifier tous les jours les courgettes et les tomates. Vous prenez quoi comme option? Vous préférez que je vienne vous vérifier tous les 2 jours la poussée ou que je vous laisse un espace? Évidemment. Voilà. Non, je préfère que vous m'appreniez, en tout cas, que j'apprenne à faire pousser. Voilà. Et ben l'espace de règne, c'est ça. C'est-à-dire que partout où on est, il y a moyen, plutôt que de faire du copier-coller de process, de comprendre ce qu'il faut produire à la fin, de le transmettre et de laisser aux gens un espace où ils font selon leur inspiration. Alors on va en parler François Bert, parce que le problème, effectivement, c'est d'apprendre à laisser de l'espace, et beaucoup de gens, par confort et par facilité, préfèrent ne laisser aucun espace. Bien sûr. Ouais, on va en parler avec François Bert au 0826 300 300 avec vous, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous êtes beaucoup à nous poser des questions. On prendra vos questions tout à l'heure pour François Bert. Et on a un message en direct depuis les United States of America. Hi, this is the President Biden. I want to wish a happy birthday to André Berkoff on the Sud Radio and vive la France. Voilà, André Berkoff, un petit message de Joe Robinette, comme vous l'appelez. Ça vous fait plaisir? Allez donc, vous avez excellé là. Je sais pas, on va tout de suite demander une augmentation pour tout le monde. Évidemment, c'est une intelligence artificielle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
13h50 sur Sud Radio, toujours dans Berkhoff dans tous ses états, avec François Bert qui nous parle de son livre Le Discernement aux éditions Artege. Et on a Marc qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkhoff, bonjour Monsieur Bert. Bonjour. Merci pour votre intervention, je trouve ça extrêmement inspirant. Alors, moi je suis chef d'entreprise, donc je m'inspire beaucoup des mots prononcés aujourd'hui. J'ai néanmoins une question s'il vous plaît, parce que on parle beaucoup de politique et de président de la République qui devrait réfléchir comme un roi, prendre le temps à l'action. Mais à l'ère des réseaux sociaux, où l'immédiateté fait finalement loi, est-ce qu'il est possible pour un chef d'État de prendre le temps à réflexion, quitte à se couper complètement du peuple et ne pas lui rendre des comptes sans arrêt, surtout qu'on coupe la tête au roi en France, quoi. Bonne question. Mais on coupe la tête au roi précisément quand il se laisse accaparer par les mauvais sujets. Vous voyez, j'ai dit avec un peu d'humour noir sur Louis XVI, je le dis dans le bouquin, qu'il a tellement voulu faire grandir son peuple qu'il a créé les conditions pour qu'il soit raccourci. Oui. Donc à vouloir trop simplement s'occuper et plaire, et réagir aux réseaux sociaux, et réagir, alors c'est pas qu'à Louis XVI, mais à vouloir prendre soin et réagir, alors que des dangers s'accumulent. Au bout d'un moment, on finit effectivement par la tête coupée parce que les dangers finissent par renverser tout. Là où c'est intéressant, c'est que pour moi, je considère, vous savez, il y a deux manières de rassembler, de ramener une assemblée bruyante au calme. Soit on crie plus fort, soit, vous savez ça? Non. On se tait. D'accord. Et en se taisant, petit à petit, les gens se regardent les uns les autres, puis le silence s'installe. D'après vous, quelle est la méthode qui marche le mieux? Ça impose le respect, effectivement. Aujourd'hui, je suis convaincu que les chefs, quels qu'ils soient, marqueront la différence quand ils seront capables de générer ce silence-là. Pourquoi? D'une part, parce qu'ils ne sont pas dépendants de ce brouhaha-là. On le disait tout à l'heure, le problème des hommes politiques, c'est qu'ils courent. Au passage, je ne veux pas faire de lien, mais la dernière fois qu'il y a une baffe qui est partie, c'était parce qu'il y avait un président qui courait. Qui courait. Et que, je dis bien sûr qu'il ne la méritait pas du tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent en courant qu'il arrive des imprévus et des difficultés. Donc c'est un chef qui reste calme et qui reste sur le temps long de l'action, il est en général, plus respecté et moins exposé aux dangers. Et donc, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est un autre chapitre clé de mon livre, c'est accepter des moissons différées. C'est que, vous voyez, je pense que tous les auditeurs comprendront ce que je vais dire, c'est que il y a deux types de chefs. Il y a des chefs brillants ou sympas qui vont nous plaire au début, mais à mesure qu'ils prennent pas des décisions qui s'imposent, ils sont profondément méprisés. À l'opposé, il y a des chefs rugueux, voire autistes, qui, à mesure que les difficultés s'accumulent, sont capables, après avoir été provisoirement détestés, de prendre des décisions qui permettent à la mission d'aller à sa finalité, et cela, on les respectera. On ne boira pas forcément des coups avec eux, mais on les respectera profondément. Et donc, c'est accepter... Et un chef, c'est pas uniquement pour boire des coups. Voilà, déjà. Pour respecter. Mais, vous voyez... C'est aussi un autre élément que je développe dans le bouquin, c'est l'autorité, c'est quoi? Il y a deux vertiges de l'autorité, il y a le vertige de la loi et les gens qui font la loi et qui font que appliquer la loi, point barre. On y reviendra sur le rapport au process et au plan. Et de l'autre côté, il y a le vertige du lien. C'est se dire l'autorité repose sur le fait que on a généré l'assentiment des gens. Mais en fait, c'est la mission. Je finis juste là-dessus. L'autorité, c'est la puissance d'accomplissement de la mission, j'en parlais tout à l'heure. On est reconnu dans son autorité parce que par ses décisions, la mission est permise. Et là, la relation devient juste. Mais si on cherche d'abord la relation et que la mission ne suit pas derrière, là, on est profondément méprisé et potentiellement, on a la tête coupée. Et de toute façon, c'est pas ça, le peuple se lasse complètement, vous savez, par rapport à ce que disait Marc. Si on réagit au clic des réseaux sociaux, c'est très bien les réseaux sociaux, mais un chef n'est pas là pour ça. Bien sûr. Parce qu'il sera méprisé, parce qu'il n'aura pas fait la chose, et on voit très bien ce qui se passe en ce moment. Bien sûr. Rejeté. Est-ce qu'on peut encore prendre... Merci Marc. On n'a pas le temps pour prendre Thierry, mais on a une question sur le Facebook, cher François. Si vous deviez conseiller une personnalité ou une institution, laquelle et pourquoi ? Une institution... Est-ce que vous voulez conseiller une entreprise ou une... c'est ce qu'il fait. Non, mais laquelle en particulier? Laquelle? Honnêtement, j'aurais pas de référence en tant que telle là-dessus parce que je travaille après sur plein de leviers. Je vois plein de gens qui sont plutôt des inconnus et au passage, c'est eux que je veux promouvoir. J'ai pas de personne visible à promouvoir là-dessus. Il y a une autre question qui nous demande, est-ce que vous considérez un peu comme le McKinsey à petite échelle? Non, je suis l'anti-McKinsey. Parce que le McKinsey, vous voyez, ça produit... Ce qui est intéressant, c'est quoi la différence entre un prêtre, un prophète et un roi? C'est la même qu'entre un médecin Mère Teresa, un médecin expert-chercheur ou un médecin urgentiste. C'est-à-dire que le médecin Mère Teresa, il produit du lien. Ça, c'est le prêtre.
Le médecin expert-chercheur, c'est le prophète, il produit du contenu. McKinsey, il produit du contenu, il produit des analyses. Je dis d'eux que c'est un logiciel sans Wi-Fi. Il y a la puissance, mais il n'y a pas la connexion. Donc 3 fois sur 4, c'est comme Attali, il produit des synthèses à côté de la plaque. C'est juste du contenu cérébral, mental. Là où un urgentiste, il produit de la décision. C'est quoi la décision? C'est un message contextuel et opératif. Quand j'accompagne les gens, c'est ça ce que je leur apporte. C'est-à-dire que je leur apporte du discernement, c'est-à-dire que je fais l'effort de plonger dans leur réalité pour produire du contextuel et de l'opératif, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à leur situation et quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce qu'il ne faut pas les 3, quelque part? Bien sûr, mais je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que là aussi, désolé, c'est un autre chapitre du livre que j'appelle notamment sur le binôme vision-exécution. Si je file la métaphore religieuse, il faut des trinités professionnelles. Au passage, ce qui est très intéressant à voir, c'est que si je file la métaphore religieuse, il y a le Père, c'est les vérités éternelles. Au passage, en politique, on a beaucoup de gens qui nous célèbrent la France éternelle, mais qui sont incapables de nous dire les étapes. Il y a l'Esprit Saint, c'est le lien. Donc c'est les gens qui vont créer, qui vont favoriser le lien, connecter les gens, dynamiser les gens. C'est tout le travail de la relation. Et le Fils, c'est quoi? C'est celui qui est incarné, qui vit dans l'ici et maintenant, qui vient vivre la situation dans une temporalité. Et donc il faut les 3. Mais aujourd'hui, c'est le 3e qu'on oublie le plus. Eh bien, François Bert, ainsi soit-il. Voilà. Merci beaucoup, François Bert, d'être venu nous voir. On rappelle votre livre, Le Discernement, aux éditions Artege. André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h. Mais avant de retrouver Brigitte Lahaye, on a un dernier message à vous faire écouter. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Petit message pour souhaiter un joyeux anniversaire à André Berkoff. Voilà, André Berkoff, le président. Évidemment, c'est encore de l'intelligence artificielle. Merci Emmanuel, je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous, vraiment. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye, à demain sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.